Bonjour messieurs, donc dès que vous voulez commencer, monsieur Keslassi, monsieur Roquet va appuyer sur son bouton. Alors ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la question du communautarisme. Et ce qui a été le point de départ de ma réflexion, c'est le commentaire de Nicolas Sarkozy, il y a quelques mois, qui a expliqué que le multiculturalisme était un échec en France. Or, le multiculturalisme n'existe pas et n'a jamais existé en France. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre politique-là, qu'il peut exister du communautarisme. Alors, le problème, c'est que le multiculturalisme renvoie à différentes définitions et qu'il faut s'entendre sur celle qu'on va retenir pour bien intégrer la notion de communautarisme. Alors le multiculturalisme, ça renvoie pour un certain nombre de sociologues à la diversité culturelle qui existe dans une société et qui permet donc de marquer les différentes origines sociales, ethniques, religieuses. Mais dans ce cas-là, toutes les sociétés sont multiculturelles depuis toujours. Et donc, au fond, ça n'a pas grand sens que de qualifier la société française de multiculturelle, parce que dans ces cas-là, toutes les sociétés le sont. Deuxième acception, c'est de considérer que le multiculturalisme est un mode de gestion des différences culturelles dans la société, principalement par le biais d'associations qui vont transmettre, célébrer leur culture. Dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème, ça existe en France et ça n'est pas du communautarisme. Il y a communautarisme à partir du moment où ces associations existent, interviennent dans l'ordre politique et font des demandes de droits spécifiques. Et ça, à l'échelle nationale, à l'échelle du modèle politique qui existe en France, ça n'a pas de réalité. Donc, à la question, si vous voulez, pour lancer le débat, à la question peut-on parler de communautarisme en France, je réponds non. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite la différence de regard qu'il y a entre vous et moi et qui, je pense, découle de nos positions respectives. Vous êtes un sociologue, donc vous avez une approche peut-être scientifique, je ne sais pas si la sociologie est une science humaine en tout cas. Moi, je vois plus ces choses comme journaliste, donc j'ai le sentiment que même s'il n'existe pas de multiculturalisme en France au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de loi qui soit faite spécifiquement pour telle ou telle communauté, et je comprends qu'en ce sens vous disiez il n'y a pas de multiculturalisme en France, donc pas de communautarisme. Moi je ressens un communautarisme de fait qui se développe de plus en plus, qui est un sujet qui est difficile à traiter parce que la communauté la plus visible dont on parle quand on parle de communautarisme, c'est en général la communauté musulmane, avec tous les risques que ça peut comporter de stigmatisation, d'accusation de racisme, etc. Mais je pense qu'il y a une réalité. Vous dites, il n'y a pas d'intervention des communautés dans le champ juridique ou politique. Je pense qu'il y a des accommodements juridiques ou politiques ou institutionnels vis-à-vis des communautés et que là, on est dans un vrai risque, voire une vraie réalité de multiculturalisme. Par exemple, quand à l'école, il y a des sujets d'histoire qui sont moins abordés ou qui sont contournés parce qu'il y a un certain nombre d'élèves qui se disent choqués
du fait qu'on leur apprenne telle ou telle matière, quand il y a une forme de bienveillance par rapport à des pratiques qui sont totalement illégales. Je pense par exemple à la polygamie, même si ce sont des pratiques minoritaires, des institutions comme les allocations familiales qui disent on préfère ne pas voir ce problème. Bien sûr, il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle en France de ces difficultés-là, mais il y a une crainte du politique, une absence de réaction qui, me semble-t-il, favorise en fait, si ce n'est en droit, l'émergence du multiculturalisme. Oui, alors je ne peux pas vous donner tort sur le fait que, je reprends votre expression, il y a un communautarisme de fait. Mais finalement, la grande question, c'est celle que vous avez posée de façon rapide, c'est celle de savoir si la sociologie est une science. Parce que lorsqu'on est sociologue, on ne peut pas accepter qu'une logique minoritaire, ou qu'une logique même marginale, puisse servir de reflet sur l'ensemble de la société. Et donc il y a un problème de la généralisation abusive, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue des médias, du point de vue des journalistes, même du point de vue des politiques, on a tendance à surinterpréter des phénomènes qui en réalité ne menacent pas tant que ça l'équilibre républicain. Que les choses soient claires, ce que vous avez dit existe. Et il faut le combattre avec la plus grande énergie. Que des cours d'histoire soient perturbés, que des cours de sport soient perturbés, que des cours de SVT, de sciences et vie de la Terre le soient, c'est absolument inadmissible. Et c'est une ébauche de communautarisme. Mais, encore une fois, ce sont des problèmes qui sont marginaux et qui ne doivent pas servir de prétexte à une vision comme ça, un peu de danger qui existerait dans la société. Le modèle républicain en France, même s'il est attaqué, même s'il est menacé, fonctionne globalement correctement. Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit. Ce sont des logiques qui sont minoritaires, voire marginales. Ouais. Alors là encore, on voit la différente approche entre nous. C'est vrai que je suis journaliste. C'est André Gide qui disait « J'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui ». Donc effectivement, le métier d'un journaliste, c'est de mettre en avant des faits ou des pratiques parce qu'elles sont dans l'actualité. Et peut-être que vous, votre métier de sociologue, c'est de dire, mais regardez par rapport à l'ensemble d'une population, ce sont des phénomènes minoritaires. Je pense que vous avez raison. Il y a, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'islam, c'est pas que je sois obsédé par celui-là, mais c'est parce que c'est celui auquel tout le monde pense, donc autant nommer les choses. C'est vrai que par rapport à l'importance de la communauté musulmane en France, telle qu'elle est estimée, il n'y a pas des pratiques communautaristes généralisées, sinon la société française ne fonctionnerait plus. Mais cela dit, c'est vrai que si les pratiques sont minoritaires, je pense qu'il y a une gêne de la société, il y a une culpabilisation de la société française par rapport à ces pratiques qui font qu'elles sont potentiellement dangereuses, me semble-t-il. Parce que si le communautarisme gagne du terrain, c'est parce que les principes républicains d'égalité ne sont plus considérés comme étant finalement pertinents. Et donc cette approche, parce que ces dérives communautaristes, elles sont à mettre, me semble-t-il, à mettre en relation avec d'autres phénomènes importants de notre société contemporaine, notamment l'individualisme, qui fait que donc l'individu prime sur le groupe, et donc si l'individu a une revendication, elle est par principe légitime, à moins qu'elle ne soit contraire à la loi. Il y a une forme de ce que le pape Benoît XVI appelle le relativisme, c'est-à-dire se dire mais après tout au nom de quoi est-ce que nous imposerions certaines pratiques par rapport à d'autres? Finalement chacun a le droit de se reconnaître comme il le souhaite. Et puis le troisième élément du triptyque, c'est la victimisation qui fait que j'ai une habitude, j'ai une pratique, on ne veut pas me la reconnaître, donc je suis une victime. Je prends un exemple récent, il y a un débat au sein même du gouvernement pour savoir si, pour accompagner les sorties de classe, des mères de famille peuvent ou non être voilées dans l'école publique.
Alors, il y a cette idée que l'espace public d'un service public comme l'école doit être laïque, donc il ne doit pas y avoir de manifestation de ce type, mais après tout, comme il ne devrait pas y avoir de personnes avec une grande croix au travers de la poitrine pour accompagner une sortie scolaire, et puis il y a d'autres qui disent mais non, les mères d'enfants s'habillent comme elles veulent. Et donc, moi je pense que je vois le communautarisme gagner du terrain. Il est minoritaire, vous avez raison, mais en face, l'esprit de résistance à cela, la réaffirmation, la conviction dans nos principes républicains d'égalité, c'est ça qui recule tous les jours, si vous voulez. Et que donc, c'est parce qu'en face, il n'y a pas de gens qui osent dire non que le communautarisme peut gagner du terrain. Alors, on va être d'accord sur ce point. Alors, pour reprendre finalement le débat initial, quand vous dites que le communautarisme gagne du terrain, vous vous appuyez sur quoi? Je m'appuie sur une actualité quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a un article de Libération qui raconte le voyage d'élus, qu'on appelle pudiquement élus de la diversité, qui sont partis aux États-Unis pour savoir comment ils pouvaient être mieux reconnus en France. Il se trouve que ces élus ont tous la même origine ethnique. Et vous-même d'ailleurs vous intervenez dans cet article comme expert et l'article dit c'est peut-être dommage mais c'est comme ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas les élus d'un parti politique qui vont faire un voyage d'études aux États-Unis, ce ne sont pas les élus d'une région, d'une ville, ce sont des élus qui sont de la même origine, comme si c'était ça qui les unissait avant tout. Des exemples comme ça, je peux vous en sortir tous les jours. Alors vous me dites, ça ne fait pas une tendance générale. Moi je pense que ce sont des signes, et je pense que ce sont des signes, des symptômes qui à mon avis sont assez préoccupants. Donc, bon, alors voilà précisément le point où on va s'opposer, parce que, évidemment, pour moi, la somme des signes, même s'ils sont mis en avant, ne font pas loi sociale. Donc, je vais me référer plutôt à des études statistiques qui vont montrer que les Français issus de l'immigration sont en adéquation, dans leur très forte majorité, avec les principes républicains. Si vous regardez les enquêtes précisément, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 4% des Français issus de l'immigration qui se reconnaissent une différence culturelle, qui sont prêts à la valoriser et qui accepteraient de demander des droits qui entreraient en tension avec la société globale. Avec 4% des Français issus de l'immigration. Donc on ne peut pas, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on peut parler de communautarisme. Et donc on ne peut pas, pour 4% d'une population qui représente à peu près 10% de l'ensemble, considérer qu'un danger guette la société. Bon. Premier élément. Deuxième élément, vous avez pris à 2 reprises l'exemple de l'islam. C'est un très bon exemple, évidemment. Je voudrais attirer votre attention sur le voile à l'école. Le voile à l'école, il y a eu une poussée communautariste très claire, où il s'agissait finalement très clairement, de défier les principes républicains. Et finalement, au bout du compte, le rappel par la loi, le principe imposé après la commission Stasi, a éradiqué le phénomène. Donc, quand je disais au début de mon intervention qu'on allait être d'accord, je pense que ce n'est pas tant aux communautés qu'il faut en vouloir d'imposer une forme de partition culturelle, mais bien aux politiques qui font preuve souvent de lâcheté ou d'accommodement pour des raisons électoralistes. Alors, il y avait beaucoup de choses dans votre intervention, notamment la culpabilisation et la victimisation. Alors, le problème, c'est de savoir si les principes d'égalité ne sont plus acceptés, comme vous l'avez dit, ou si ils n'ont plus de réalité. Parce que les discriminations, ça existe. L'inégalité face à l'école, ça existe. Donc, si vous voulez, le fait que les principes d'égalité n'ont plus de contenu, eh bien, d'une certaine manière, c'est une faillite de la République qui conduit à l'existence de replis sur des groupes ethniques ou religieux. Alors, je réagis d'abord sur
le chiffre que vous donnez de 4%, c'est-à-dire de 4% de 10%, c'est ça, de population d'origine, de culture ou de religion musulmane, disant moi je mets mes principes, ma culture au-dessus. Non, même qui sont d'origine africaine ou maghrébine, sans être nécessairement musulmans. Ils sont issus de l'immigration. Très bien. Africaine ou turque. Alors, là, je dirais que ce sont les militants du communautarisme. Et je comprends que ce soit cette définition-là que vous puissiez donner, c'est-à-dire des gens qui sont volontairement dans cette attitude d'isolement, voire de rejet vis-à-vis des principes républicains. Il me semble qu'il y a un autre communautarisme qui se crée, qui est plus insidieux, qui n'est même pas agressif, qui n'est pas militant, mais qui est la constitution de ce qu'on peut appeler des ghettos ethniques. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans un certain nombre de banlieues françaises, je vous renvoie aux travaux du géographe Jules Louis, un livre qui s'appelle La Nouvelle Fracture, Les Nouvelles Fractures. Fracture française. Fracture française, vous avez raison. Pourtant, je l'ai lu, mais c'est vous qui me donnez le titre. Qui explique qu'il y a effectivement une fracture ethnique très claire entre les zones périurbaines pavillonnaires, dans lesquelles vous avez des gens plutôt modestes, mais qui sont des Français d'origine, ou des Français d'origine plus lointaine, et puis vous avez des banlieues dans lesquelles il y a une homogénéité ethnique absolue. Donc, et forcément, à l'intérieur de ces communautés, de ces structures-là, vous avez des pratiques qui se développent, et des usages, des langues, des pratiques religieuses, même des pratiques alimentaires, qui ne sont plus celles de la France. Alors vous allez me dire, mais on peut manger ce qu'on veut, bien sûr, et ça n'est pas du communautarisme au sens juridique du terme, mais il me semble que c'est à l'intérieur du pays que se développent des communautés isolées. Le paradoxe, c'est que les militants de l'antiracisme disent vouloir favoriser l'intégration. Mais là, il n'y a pas d'intégration, au compte, puisqu'il n'y a plus de mélange. On parle de métissage, et à juste titre, mais on s'aperçoit qu'on est sur un échec. Là. Puis, le deuxième point, c'est sur les discriminations. Vous dites que les discriminations existent. Bien sûr. Moi, je vais vous dire, c'est pas une boutade, je me sens discriminé. Je suis un journaliste de droite. Croyez-moi, c'est pas le positionnement le plus facile pour faire carrière dans ce métier en France. Bon. Sauf que moi, heureusement, on me paye pour donner mon avis. Donc j'ai retourné le problème en devenant éditorialiste. Mais je rencontre régulièrement des journalistes dans les rédactions où je vais, notamment en radio, en télévision, qui me disent, vous savez, moi j'ai les mêmes idées que vous, mais je ne le dis pas, parce que ça nuirait à ma carrière. Bon. Est-ce que je demande pour autant qu'on fasse des quotas de journalistes de droite dans les rédactions? Bien sûr que non. Donc je prends cet exemple un peu caricatural, mais pour vous dire que oui, les discriminations existent. Oui, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais la pire des réponses, c'est de dire, puisque c'est comme ça, on va partir des communautés pour créer de la discrimination positive, pour créer des quotas, ce qui les enferme encore plus. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, je suis bien d'accord que pour des gens qui n'ont pas la culture française en partage et en héritage, voire même la langue française, les usages, bien sûr c'est plus difficile, bien sûr c'est plus long, mais il faut accepter cette difficulté, me semble-t-il, plutôt que de dire partout où il y a une discrimination, il faut mettre une loi, il faut mettre une espèce de police comme la HALD, où il faut mettre des pratiques de discrimination positive. Ok, alors, premier point, la question des ghettos ethniques. Je suppose, je vous renvoie aux travaux d'Éric Morin par exemple, je suppose que si les personnes qui sont issues de l'immigration avaient la possibilité de vivre dans d'autres quartiers, ils le feraient. Il faut se poser la question de la première responsabilité. Est-ce qu'ils ont choisi de se retrouver dans des univers clos où ils sont comme ça communautarisés? J'ai pas forcément de réponse à ça, mais historiquement, il y a 25 ans, la situation n'était pas la même. Et donc, ce métissage et ce mélange, il existait, il n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas qui est responsable, mais je dis qu'il n'y a pas de fatalité, et pourtant la situation s'est dégradée. Oui, bon, mais alors il faut voir aussi l'autre côté de la situation, parce que cette ségrégation spatiale existe, vous avez raison, mais elle provient aussi des personnes qui sont de classe moyenne supérieure ou de classe haute, qui favorisent
ce que Morin appelle l'entre-soi. Et donc l'absence de mixité sociale, elle a une double responsabilité. Après, vous avez dit, avec cette homogénéité ethnique, on voit se développer des pratiques qui ne sont pas les pratiques de la France. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que évidemment, il va falloir peut-être accepter que les pratiques de la France soient en évolution. C'est le principe même d'une culture. On ne mangeait pas de pizza il y a 2 siècles. Et aujourd'hui, c'est un mets extrêmement commandé. Savez-vous quel est le plat préféré des Français? Non. Le couscous. Eh oui, le couscous est le plat préféré des Français. Ce qui montre qu'il y a un métissage culturel. Donc, on ne peut pas, pour le dire de façon un peu caricaturale, on ne peut pas considérer que les Français issus de l'immigration sont parfaitement français lorsqu'ils gagnent la Coupe du Monde et ne le sont pas parce qu'ils mangent halal ou parce qu'ils ont une pratique religieuse qui est différente de celle de la majorité. Encore une fois, il y a problème, à mon avis, à partir du moment où on cherche à imposer cette pratique religieuse à d'autres. Et là, effectivement, il faut combattre avec la plus grande énergie. Dernière chose, je vous repasse la parole. Dernière chose, les discriminations et donc l'échec de l'intégration. Vous dites, je ne demande pas de quotas de journalistes de droite. Qui demande des quotas de personnes issues de l'immigration? Ça n'existe pas. C'est une légende. Il n'y a personne en France de sérieux qui demande des quotas. Personne. Il y a eu une personne à un moment, c'était très intéressant, je cite dans mon étude, parce que là on était au cœur du communautarisme, c'est Patrick Lozès, qui était le président du CRAN. Il a démissionné pour entrer en compétition électorale, puisqu'il se présente aux élections présidentielles. Et il avait fait commander un sondage pour évaluer la population noire de plus de 18 ans en France, avec comme slogan « se compter pour pouvoir compter ». Donc là, on était au cœur de ce que nous dénonçons tous les deux. Je vous coupe une seconde, parce que là-dessus, quand même, vous avez vu le dernier rapport du CSA sur la diversité à France Télévisions. Ça veut dire que l'organisme de tutelle de la télévision française et des médias audiovisuels est allé compter les catégories de gens en fonction de leur origine. Si ça, c'était pas en disant attention, là c'est bien, là il n'y en a pas assez. Si ça, ce ne sont pas des quotas, je ne sais pas ce que c'est. Non, ce ne sont pas des quotas, ça c'est de la statistique ethnique déguisée, mais ce ne sont pas des quotas. Un quota supposerait de demander un pourcentage fixe de personnes issues de l'immigration. Mais là c'est le cas, il dit attention, sur telle chaîne, dans tel type d'émission, dans telle rédaction, il n'y en a pas assez, il faut que ça bouge. D'accord, ils disent qu'il n'y en a pas assez, mais ils ne disent pas combien il faut. Le quota suppose qu'on dise combien il faut. Je finis sur Lozès, parce qu'il a obtenu finalement le chiffre de 4%. 4% de Noirs dans la population française de plus de 18 ans. Article, première page du Parisien, et interview de Patrick Lozès avec le sondage qui est publié. La première chose qu'il demande, c'est, compte tenu du fait qu'il y a 4% de Noirs dans la population française, il faut qu'il y ait 8% de ministres noirs au prochain gouvernement. Alors on ne comprend pas pourquoi c'est doublé, premièrement. Et deuxièmement, là on est dans une demande de quotas. Et ça, et depuis d'ailleurs, il a reculé sur cette question et a dit qu'il ne renouvelait pas cette demande. Mais ces quotas-là n'existent pas pour une raison simple. Il ne faut quand même pas se servir de la Constitution que quand elle nous arrange. Les quotas sont anticonstitutionnels. Lorsque Zimmermann, la présidente de l'Observatoire de la parité, a voulu faire passer une loi pour qu'il y ait un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc il n'est pas possible de mettre en place des quotas en France. J'adore votre exemple parce que j'ai rencontré la semaine dernière Maurice Lévy,
président de l'AFEP, l'Association des grandes entreprises françaises, qui disait eh bien, c'est une vraie victoire dans les entreprises du CAC 40, nous sommes arrivés à tel pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Donc on en revient toujours au même sujet. Il y a la Constitution qui effectivement interdit ce genre de pratique, et puis il y a la société qui, elle, en toute bonne conscience, les impose. Et donc je pense qu'on a deux lectures qui sont différentes, parce que malheureusement, parfois, et on le voit bien aussi avec les études du CSA sur la diversité dans l'audiovisuel, encore une fois, il y a une pression de la société qui est supérieure à ce qu'est la pression de la norme. Maintenant, je voudrais revenir parce que je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet là. Vous me dites, la France change, il faut aussi habituer. Bien sûr que la France change. La France, en tout cas à mes yeux, ça n'est ni une religion, ni une race. C'est une culture et c'est un héritage. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de l'islam, c'est d'être en même temps une foi et une loi. Et vous avez dans le Coran à la fois des principes spirituels qui sont parfaitement magnifiques, et vous avez des règles sociales qui le sont peut-être aussi, mais qui sont extrêmement précises, en disant un bon musulman, ça doit vivre comme ça, comme ça et comme ça. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Moi, je respecte beaucoup la foi musulmane, j'ai moi-même la foi, donc je comprends très bien qu'on puisse l'avoir et croire en une réalité supérieure, mais en même temps, quand en même temps cette réalité supérieure vous dit voilà comment vous devez vous comporter, y compris dans votre régime matrimonial, y compris dans les règles du divorce ou dans les règles de succession à l'intérieur d'une famille, là ça me pose un problème, parce que bien sûr la France change et elle doit changer, et la France était un pays chrétien, elle ne l'est plus, mais il y a, me semble-t-il, des risques que certaines pratiques arrivent en contradiction avec ce qu'est la France. Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la France? Est-ce que c'est juste un espace géographique et un passeport? Non, c'est bien plus que ça, vous savez bien, je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous dire que nous sommes les dépositaires d'un héritage spirituel, au sens laïque du terme, c'est-à-dire de valeurs qui nous dépassent, de valeurs d'universalisme, et que, me semble-t-il, il ne faut pas, sous prétexte de dire que le pays doit évoluer, laisser être remise en cause ces valeurs-là. C'est en ça, évidemment, la frontière, elle est étroite, entre une forme de rejet de l'autre, d'intolérance, de racisme, appelez ça comme vous voulez, et la vigilance là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup le couscous aussi, mais je pense que la France n'est pas avant tout le pays du couscous. Oui. Alors, vous voyez, là, c'est effectivement un point d'opposition, parce que si la France devient le pays du couscous, je vois vraiment pas où est le problème. De toute façon, aujourd'hui, les Français, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Avant tous les plats culinaires régionaux ou ceux qui relèvent de l'héritage, comme vous dites. Alors vous avez raison, c'est-à-dire que là il y a un point d'accord, c'est que effectivement avec l'islam il y a une confusion entre le temporel et le spirituel. Donc effectivement il y a une tentation dans la religion musulmane d'occuper le terrain politique. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement vigilant et il faut absolument intervenir dans la question de la formation des imams. La formation des imams, merci, qu'il faut faire attention à ce qui se passe dans les écoles coraniques. Oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une tentation possible et il faut absolument la contrecarrer. Donc, ce n'est pas tellement là le point d'opposition. Le point d'opposition, finalement, il est sur les principes de justice. Je crois que vous ne considérez pas que pour certains, il faut faire plus que pour d'autres. Or, mon point de vue, c'est que la justice sociale, c'est finalement donner plus à ceux qui ont moins. C'est mettre en place des mesures d'équité. C'est accepter l'idée que si on n'est pas égaux sur la ligne de départ, eh bien, il faut donner plus à ceux qui sont handicapés à l'origine. Et aujourd'hui, voilà, c'est une réalité aussi qu'il ne faut pas négliger. Être maghrébin ou être noir, eh bien, c'est un handicap dans la société française. Alors, si vous êtes opposé aux mesures simplement d'incitation, je ne parle pas de quotas, j'y suis opposé, des mesures d'incitation comme ça peut exister pour le service public, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit accepter
le fait que nos médias soient à ce point pâles? Est-ce qu'on doit accepter le fait que, par exemple, dans les grandes écoles, il y ait une reproduction sociale qui, de fait, handicape les classes populaires? Vous voyez? Et donc, évidemment, comme les personnes issues de l'immigration sont en surreprésentation dans les classes populaires, ils sont les premiers touchés par cette inégalité des chances. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une élite qui se métisse, au sens, vraiment, pas au sens politique, une élite qui se diversifie, au fond, comme la société est devenue diverse? J'ai déjà, me semble-t-il, répondu, mais sans doute pas clairement sur ce sujet tout à l'heure, en disant qu'il faut accepter que les choses prennent du temps. C'est-à-dire qu'une société, elle évolue. Il y a un mouvement qui est inédit dans l'histoire de France, qui est une immigration massive dans les années 70 venue d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Immigration massive, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'immigration massive. Eh bien alors on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Si vous reprenez... Non, mais il y a des chiffres. Il faut regarder les chiffres de l'INSEE. Il n'y a pas d'immigration massive. Alors je ne sais pas si c'est toujours à moi de parler, si j'ai appuyé sur le bon bouton. En tout cas, moi je maintiens mon chiffre. Pas donner de chiffres, pardon. Non, je maintiens mon qualificatif. Et cette immigration pose un certain nombre de problèmes d'intégration qui sont réels. Mais je pense que vous dire, eh bien, parce que quand même vous avez une attitude, vous avez une position qui est très nuancée, voire peut-être à la limite de l'ambiguïté en disant il ne faut pas de quotas, mais quand même c'est bien si on fait des incitations fortes. D'abord, les incitations financières. Pardon, mais le plan, ce qu'on a appelé par commodité le plan banlieue, le plan Borloo, 45 milliards d'euros sur 10 ans, ce sont les budgets les plus importants mis sur un projet social de toute l'histoire de France. Donc là, il y a un effort qui est réel. Et donc, dire on n'investit pas pour ces populations-là, je pense, pas ce que vous avez dit d'ailleurs, mais en tout cas, ce serait faux de le dire. Et de dire les Français sont des égoïstes, en tout cas les Français classiques, je ne sais pas comment on peut les appeler comme ça, ne sont pas accueillants, je pense que ça n'est pas la vérité que de dire cela. Oui, il y a un effort. Ensuite, pour le reste... jamais dit ça. Non, c'est vrai, vous ne dites pas ça, mais vous dites il est normal de faire plus pour ceux qui ont moins. Mais on a fait plus comme jamais on l'a fait dans l'histoire du pays en termes d'effort social. Et c'est une excellente chose. Simplement, moi je pense que la limite, c'est de ne pas demander... Il faut demander en contrepartie des vrais efforts d'intégration, voire d'assimilation, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Moi je pense que c'est la contrepartie du droit du sol, c'est l'assimilation. Et puis vous dites l'égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui ne se... Si vous voulez l'égalité formelle immédiate, à ce moment-là, vous mettez des quotas, vous mettez de la discrimination positive, vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, je dis que à l'échelle de l'histoire d'un pays, 25 ans, c'est très court. Et que vous savez, c'est formidable. Je ne sais pas si vous avez vu les images à la télévision du dernier concours général, des résultats du concours général. Bon, eh bien vous aviez des Français de toutes les couleurs, de toutes les origines. Et donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Alors oui, effectivement, ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, ces enfants-là réussissent moins à Polytechnique que les enfants de profs. Ça, c'est une réalité. Mais je crois que, est-ce que c'est quelque chose, je vous dis, il faut accepter que ce soit un peu long. Et je pense que si, au nom de principes généreux, on dit il faut mettre des quotas pour que ça change tout de suite, à ce moment-là, on franchit la ligne jaune que vous ne voulez pas franchir, si j'ai bien compris, parce qu'à ce moment-là, là oui, on bascule dans le communautarisme, et cette tentation-là, elle est permanente. Oui. Alors, première chose, quand vous dites ça fait 25 ans, en fait, les immigrés qui sont arrivés pendant les 30 Glorieuses sont plutôt arrivés dans les années 60-70. Donc ça fait presque 40 ans maintenant. Moi je pensais au regroupement familial, effectivement, de mémoire 76-77. On passe d'une immigration économique à une immigration familiale de peuplement d'enracinement durable. Ça fait 35. Ça fait 35. Donc est-ce qu'on ne peut pas se demander si finalement les personnes qui sont issues de l'immigration ne vont pas rester éternellement des personnes issues de l'immigration ? Parce qu'il y a un phénomène qui est différent par rapport aux autres vagues d'immigration, c'est qu'effectivement ils ne sont pas de la même couleur de peau et qu'ils ne sont pas de la même religion. Donc ça crée des handicaps supplémentaires à l'intégration. Est-ce que ces handicaps-là ne nécessitent pas une politique particulière ?
une politique, encore une fois, qui ne soit pas une politique de quotas. Moi, le mot discrimination positive ne me fait pas peur. Ce que je considère être derrière ce mot-là, c'est mettre en place des inégalités pour essayer d'aboutir à l'égalité. Il y a des inégalités qui sont positives, il y a des inégalités qui sont démocratiques. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la démocratie providentielle, comme le dit Dominique Schnapper, depuis 1945. Depuis 1945, on met en place le principe de la redistribution de l'impôt sur le revenu, c'est bien établir des inégalités entre les Français pour favoriser l'égalité. Et bien à partir du moment où on considère que certains ont des handicaps, et on va quand même se mettre d'accord, j'espère, sur le fait que être issu de l'immigration aujourd'hui africaine est un handicap dans la société française, eh bien, on doit pouvoir leur accorder alors, pas de facilité, pas de privilège, jamais, parce que sinon c'est jeter le discrédit sur leur mérite, mais des incitations pour faire en sorte que les chefs d'entreprise, que les bailleurs en termes de logement, eh bien, ne se laissent plus aller à une discrimination trop facile. Vous dites c'est une immigration qui est plus complexe parce qu'elle n'est pas de la même religion que les Français. Les Français aujourd'hui, ils n'ont plus de religion. Enfin, je crois que la pratique religieuse catholique en France, ça représente 6 ou 7% de la population. Oui, mais vous dites vous-même que la religion musulmane fait peur, que la religion musulmane est perçue avec gravité par les Français. Donc même un Français qui n'est pas religieux regarde avec méfiance la progression de la religion musulmane. C'est vrai, c'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis, ce sont toutes les études d'opinion qui effectivement le disent, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a la spécificité de l'islam qui inquiète, peut-être en même temps du domaine du spirituel et du domaine du temporel, et de ne pas faire une séparation peut-être suffisamment stricte, en tout cas suffisamment claire entre les deux. Alors ensuite, les inégalités positives. Oui, il y a des dispositifs pour ça. Il y a les bourses, par exemple, qui existent pour les meilleurs éléments. Il y a tout ce dispositif d'accompagnement, de préparation, d'internat d'excellence. Je pense là aux jeunes, aux futurs étudiants, parce que vous citiez le cas des grandes écoles, effectivement, qui étaient peu ouvertes aux étudiants issus de l'immigration. Mais là où je vous suis pas, c'est que je pense que, enfin, il faut savoir où on met la barrière. Moi, j'ai été très frappé par tout le débat autour des CV anonymes. Ça, c'était la formidable idée parce que il y avait une culpabilisation assez forte, en l'occurrence des employeurs français, qui étaient des gens qui avaient des a priori, qui discriminaient, qui étaient racistes, etc. Et puis, il y a une étude qui a montré qu'en fait, le CV anonyme faisait pire que mieux parce que le patron ne savait pas d'où venait le candidat. Et donc, il avait tendance à le laisser de côté, alors que des candidats pour un poste dans une entreprise qui étaient ici d'immigration, venant de quartiers dits sensibles à quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la terminologie officielle aujourd'hui, et bien ces gens-là étaient plutôt favorisés parce que le patron disait on va lui donner sa chance. Donc bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est plus facile d'être comme moi un blanc fils de bourgeois avec des attaches provinciales que de venir du Bénin et d'être dans une banlieue de région parisienne. Ça c'est une certitude. Mais simplement, je crois qu'il faut accepter cela. Et il faut dire que la France a ouvert les bras. Au mépris du principe d'égalité, donc. Mais ça dépend ce que c'est que l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité des chances. Ce n'est pas l'égalité des conditions. C'est-à-dire que moi, je suis directeur de journal, je gagne plus qu'un journaliste de la rédaction. C'est une inégalité parce qu'il n'est pas forcément plus intelligent que lui. Je ne suis pas forcément plus intelligent que lui et je ne travaille peut-être pas plus que lui. Simplement, c'est la société qui est comme ça. Et donc, je pense que la question, c'est de savoir, est-ce qu'au départ, nous avons eu tous les deux les mêmes chances ? Ou bien est-ce que je suis arrivé là par piston parce que j'étais un fils d'archevêque ? Eh bien, on y est. Est-ce qu'au départ, nous avons eu les mêmes chances ? Est-ce qu'un Français issu de l'immigration qui vit en banlieue a les mêmes chances de rentrer à Louis-le-Grand qu'un Français de centre-ville ? Il n'a pas les mêmes chances aujourd'hui.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner cette chance-là, mais encore une fois, pour faire en sorte qu'il ait le bagage culturel nécessaire pour cela. Mais je crois que en victimisant, comme on a tendance à le faire, ces populations, on leur rend un mauvais service. Parce que il y a des enseignants qui disent eux-mêmes, ces jeunes, s'enferment dans leur situation. Parce qu'ils se disent de toute façon, on ne nous donnera pas notre chance. De toute façon, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Et donc, dans le meilleur des cas, on est indifférent. Et dans le pire, on se révolte contre le système ou on le rejette de façon plus ou moins violente. Donc, je pense que répéter sans arrêt, ils n'ont pas les mêmes chances, ça ne fait pas avancer le débat. À mon avis, c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on fait en respectant le principe républicain de non-communautarisme auquel vous disiez au début être attaché? Moi, je suis un optimiste. Voilà. Okay. Vous avez un doute sur le fait que j'y suis attaché au principe? Non, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute, mais comme vous disiez, moi, une certaine forme de discrimination positive ne me fait pas peur. Je trouvais que c'était contradictoire avec cette conviction du début. Non. Ou alors, en tout cas, je ne la comprenais pas. Ok, alors non, je vais préciser ce point. Je suis favorable à une discrimination positive fondée sur des critères socio-économiques uniquement. Jamais sur des critères ethniques. De toute façon, nous n'avons pas le droit. Donc, par exemple, les zones d'éducation prioritaire, c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. Les zones franches urbaines, c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. Les conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po, c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. C'est de la discrimination positive, sans quota, sans référence ethnique, et qui est appuyée sur des critères socio-économiques. Alors, je voudrais revenir sur le terme victimisation. Parce que, évidemment, loin de moi l'idée de victimiser une population. Mais je voudrais prendre un exemple qui démontre, je crois, parfaitement ce que je veux dire. J'ai fait une enquête avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est adjointe au maire de Lyon, pour la Fondation Jean Jaurès. Et on a été dans les quartiers un peu difficiles à Lyon, et on a rencontré les familles, et le schéma était quasiment toujours le même. On avait le grand frère qui avait fait le jeu de l'école, qui avait un diplôme, Bac plus 4, Bac plus 5, et qui se retrouvait au chômage. On avait le deuxième, qui avait été jusqu'au bac et qui s'était découragé. Et on avait le troisième, qui était complètement déphasé, marginalisé par rapport à la société. Est-ce qu'on peut considérer que la responsabilité de la société n'est pas engagée? Est-ce que le premier qui a joué le jeu de l'école, qui a joué le jeu de la société et de l'intégration se retrouve mis de côté? Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur les autres enfants? Mais alors, si vous allez au bout de votre raisonnement, pourquoi est-ce que l'aîné qui est un Bac plus 4, Bac plus 5, est-ce que c'est parce que la société est raciste, qui n'a pas trouvé de travail? Non, moi je ne crois pas que la société soit raciste parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une grande majorité de racistes. Je ne crois pas. Non, je crois qu'il y a une méfiance. Je crois qu'il y a une méfiance et du coup il y a des discriminations. Alors vous disiez oui c'est plus difficile mais finalement on y arrive. Bon, mais aujourd'hui il y a des chiffres très clairs. Qu'un Français issu de l'immigration, à même diplôme, a entre 3 et 4 fois moins de chances de trouver un emploi correspondant à ses qualifications qu'un Français dit de souche. Donc ces enquêtes existent, il y a des testings qui le démontrent. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et comme s'il n'y avait pas une responsabilité de la société, justement pour donner de la crédibilité au principe d'égalité. Eh bien, moi je dirais, et j'en finirai par là, bien sûr que le problème existe. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une invention de militants antiracistes en mal de popularité. Mais comme je reprends votre qualificatif, vous dites il y a une forme de méfiance de la société. Eh bien moi, il me semble que la méfiance, ça se combat par la confiance, pas par la loi, pas par des règlements qui sont en violation, en rupture, de façon plus ou moins ouverte, avec ce qui, à mon avis, fait avant toute chose le ciment de la société française, c'est-à-dire l'égalité et, encore une fois, le refus du communautarisme. Vous avez dit que vous vouliez en arrêter là, mais j'aurais bien abordé une dernière question avec vous, c'est celle de l'histoire. Parce que, finalement, je pense que le domaine où se vérifie le mieux
les poussées communautaristes, eh bien c'est le domaine de l'histoire. Donc je crois qu'on va être d'accord sur le constat. Ce qui serait intéressant, c'est d'en analyser les raisons. Le constat, c'est qu'on a eu en France un certain nombre de lois mémorielles qui, d'une certaine manière, eh bien, traduisaient l'existence d'une volonté communautaire à l'échelle législative pour une sorte de réparation liée au passé. Donc il y a la loi Guesso qui au départ est censée contrecarrer les dérives négationnistes et qui finalement apparaît comme une loi empêchant de réfléchir un certain nombre d'historiens sur les questions liées à la Seconde Guerre mondiale. Il y a la loi Taubira. Oui, la loi Taubira sur l'esclavage. Pareil, où du fait de cette loi, on a eu un historien, Petré Grenouillot, qui a été traîné devant les tribunaux. Donc je pense qu'on est d'accord sur le fait que sans doute que c'est un problème. La question c'est pourquoi il y a eu ces lois-là. Et là, je ne crois pas que ce soit par culpabilité. Je crois que c'est parce qu'il y a eu une tradition historique, une tradition d'une mémoire nationale qui a occulté un certain nombre de passages de l'histoire, notamment l'esclavage, Vichy après la Seconde Guerre mondiale, ou la colonisation. Et donc il a fallu compenser cette tradition historique qui remonte à Ernest Renan par ces lois mémorielles. Et donc d'une certaine manière, moi je considère que ces lois mémorielles sont la responsabilité de la société française, et non pas des groupements communautaires qui les ont demandés. Alors effectivement, on est d'accord sur le constat, mais on n'est pas du tout d'accord, me semble-t-il, sur l'origine de ces lois. Moi, je vais vous prendre l'exemple de la loi Guesso contre les négationnistes. Les négationnistes, ça a toujours existé. Est-ce que le négationnisme était un mouvement suffisamment fort, suffisamment dangereux en France pour qu'on soit obligé de faire une loi imposant en quelque sorte un certain nombre de règles aux historiens? Moi je ne le pense pas. Vous êtes plus jeune que moi, moi j'ai 46 ans, moi je me souviens très bien que nous avons en classe non seulement étudié la Deuxième Guerre mondiale, mais on nous a projeté le film sur la Shoah. On nous a, quand j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque ça existait encore, je l'ai fait dans l'Est, et tout mon régiment s'était transporté, comme tous les appelés, j'étais allé sur des camps qui existaient du côté français, en disant, voilà, il faut savoir que des camps de ce type, ça existait aussi en France, et le tout étant organisé par l'institution militaire, pas forcément la plus en pointe, en tout cas on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'elle soit la plus en pointe sur ces sujets-là, donc moi je n'avais pas du tout le sentiment qu'on niait cela. Je crois plutôt que c'est un mélange de bons sentiments et de volonté je ne sais pas, de dire de montrer qu'on est dans le camp du bien qui amène à prendre ce genre de décision, ce genre de loi. Alors le problème c'est que vous occultez ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai travaillé sur cette question des mémoires et j'ai été regarder les instructions officielles en histoire. C'est affolant. Mais c'était quand? C'était en quelle année ces instructions? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 46, 47, 48, et ça a continué jusqu'au milieu des années 60. Mais oui, mais jusqu'aux années 60 aujourd'hui, la loi Guesso elle date de quand? C'est sous Jospin, donc c'est en 2000... Ah non, la loi Guesso c'est début des années 80, non? Milieu des années 80. Oui, donc c'était complètement terminé tout ça. Enfin, je veux dire, regardez les livres d'histoire, de ce que sont aujourd'hui les livres d'histoire qui sont donnés à nos enfants. Est-ce que vous pouvez décemment dire on occulte l'histoire de l'esclavage et la Deuxième Guerre mondiale et les exactions faites aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale? Non, on ne peut pas le dire maintenant, mais par contre, il y a eu un moment où on pouvait le dire. Parce que, vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça que je crois que moi, l'Assemblée nationale s'est sentie la responsabilité de contrebalancer les erreurs qui avaient été commises par le passé. J'en finis
avec la citation de Renan, qui est quand même absolument extraordinaire. 1882, conférence à la Sorbonne, qu'est-ce qu'une nation? Et Ernest Renan dit exactement l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Il a fallu mentir pendant des années pour que la nation puisse se constituer suffisamment solidement. Eh bien, ce sont ces mensonges-là qu'on paye aujourd'hui. Non mais c'est étonnant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui c'est exactement le contraire. Dans les manuels d'histoire, on a arrêté d'étudier Louis XIV je suis d'accord sous prétexte que c'était pas suffisamment, que c'était trop replié sur l'histoire nationale. Je suis d'accord avec ça. On est là, on est en train d'expier aujourd'hui des fautes qui remontent à nos arrière-grands-parents. Je veux dire, Renan, moi je suis désolé, mais je me refuse d'assumer, de prendre sur mes épaules la culpabilité de Monsieur Renan et de tous les gens qui sont... J'ai des comptes à rendre sur ce que je suis, j'ai des comptes à rendre sur ce que sont les lois d'aujourd'hui, mais là, c'est curieux parce que finalement, vous me donnez raison. Je parlais de la culpabilisation généralisée qui fait le jeu du communautarisme, et en voilà un exemple caractéristique. C'est-à-dire que parce qu'on se sent coupable de choses, de repentance, d'une repentance généralisée, eh ben, on fait des lois qui n'ont pas de sens par rapport à la société d'aujourd'hui, parce que je pense que la société française, de même qu'elle ne nie ni l'histoire de l'esclavage, ni les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, de la même façon, elle n'est pas raciste, et que donc c'est pas à la loi d'imposer aux gens ce qu'ils doivent penser ou faire. Ne le nie plus. Ne le nie plus aujourd'hui. Et bien dans ce cas-là, abrogeons ces lois. Ah ben, peut-être. Bien. Sur ce point d'accord, merci messieurs. Alors, si vous voulez bien, j'ai deux questions, donc je peux vous les soumettre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, on peut arrêter le truc. La première question, c'est sur... Oui, vous êtes en égalité de temps de parole. Ça saute à la fin. Par contre, on continue de tourner. La première question, c'est sur le regroupement familial. Monsieur Roquette, vous avez évoqué la question. Est-ce que pour vous deux, le regroupement familial est source de communautarisme? Pas. Non, c'est pas le regroupement familial qui va être source de communautarisme. C'est ce que va faire la famille ensuite en France. Le regroupement familial, c'est une mesure qui a été mise en place parce qu'on s'est rendu compte finalement que les personnes qui étaient censées retourner dans leur pays après leur période de travail restaient, et que donc il devenait inhumain de les priver de leurs femmes et de leurs enfants. Donc c'est pas ça qui va créer le communautarisme, c'est plutôt la pratique qui sera mise en place en France une fois la famille reconstituée. Moi je pense que le regroupement familial, parce qu'il a entraîné l'arrivée en France de familles qui n'étaient pas préparées culturellement, même linguistiquement à arriver en France, effectivement a favorisé de façon involontaire mais réelle le communautarisme. D'accord. Et là, c'est pas notre responsabilité. Je ne veux pas culpabiliser, mais là, c'est pas notre responsabilité. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, à partir du moment où on faisait venir des immigrés, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en place un plan d'accueil et d'intégration? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en place des cours obligatoires de français? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en place tout un tas de structures d'accueil des immigrés? Mais il me semble que les cours de français, ils sont donnés à tous les enfants qui sont en France. Les enfants, donc, les parents. Non, mais les parents, il me semble que, quand je vous rappelle d'abord un point historique que vous savez sans doute, le regroupement familial était supposé rester très minoritaire. C'était vraiment la conception qu'on en avait à l'avance. Et l'idée était que la grande majorité des immigrés étaient venus pour des raisons économiques et allaient retourner chez eux. Donc la France n'était pas préparée à cela. Il n'empêche qu'elle a accueilli avec une générosité qui était peut-être normale, mais en tout cas qui était réelle, en donnant accès, comme c'était logique, à toutes les prestations, toutes les aides sociales, tout l'accompagnement social qu'il y a dans ce pays, à toutes ces familles. Donc, est-ce que dire la France a fait le regroupement familial et maintenant on va lui reprocher de ne pas avoir été assez généreuse? Non, je trouve que c'est un petit peu trop. Je pense que les efforts, ils auraient dû être partagés. Est-ce qu'ils l'ont été? Je n'en sais rien. Alors, on s'est pas compris, parce qu'il n'est pas question de dire que la France n'a pas été généreuse. La question est de dire que la France n'était pas effectivement préparée. Et du coup, c'est cette désorganisation face à un phénomène qu'elle n'attendait pas, avec ce mythe du retour, l'aveuglement des politiques aussi, l'aveuglement des politiques qui n'ont pas voulu voir que cette immigration de travail devenait une immigration de peuplement qui est en cause. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Okay.
Et alors l'autre question, c'est sur, vous avez soulevé le problème de l'inégalité. Est-ce qu'on peut hiérarchiser, comme il me semble que vous le faites, par exemple, les inégalités, c'est-à-dire dire les Noirs ou les Arabes, disons, sont plus discriminés que, par exemple, des Blancs qui seraient orphelins ou qui seraient moches, parce que bon, la beauté est un critère de discrimination aussi. Comment, en tant que sociologue, vous voyez cette différence entre les inégalités? Est-ce qu'il y a une hiérarchie des inégalités? Monsieur Roquette, vous pouvez réagir aussi. Non, évidemment, il n'y a pas de hiérarchie en termes d'inégalité, mais le débat portait sur le communautarisme. Donc, je peux aussi vous parler des études de Jean-François Amadieu sur les discriminations qui sont faites au visage disgracieux, par exemple. Donc, ça existe. Donc, non, les études sont faites et ce sont des critères qui sont tout aussi importants. D'ailleurs, d'une façon générale, mais le débat ici était le communautarisme, d'une façon générale, moi je préfère ne pas isoler les personnes issues de l'immigration lorsque je fais des études, et je préfère les mêler à l'ensemble de la classe populaire, qui je crois a des difficultés. Donc quand je pense à des politiques de discrimination positive, ce n'est pas des politiques de discrimination positive à l'égard de telle ou telle minorité, jamais. C'est à l'égard des personnes qui sont démunies ou défavorisées. Et vous observez bien la différence. Je ne les aide pas parce qu'ils appartiennent à tel ou tel groupe, je les aide parce qu'ils appartiennent à une seule communauté reconnue par la République, celle des citoyens. Je vois bien, mais quand vous dites oui, il y a aussi des discriminations sur d'autres facteurs, par exemple le facteur de l'apparence physique, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on ne peut pas faire de discrimination positive pour les gens qui sont laids, donc parce que sinon on n'arrêterait plus. Bien sûr, c'est un peu extrême mon raisonnement, mais c'est pour vous expliquer pourquoi, par principe, moi je suis opposé à la discrimination positive, parce que sinon, de même qu'on pourrait l'appliquer aussi aux journalistes de droite, on pourrait l'appliquer aux gens qui sont barbus ou qui n'ont pas ou qui sont glabres, et on ne s'arrêtera plus. Et vous êtes opposé, par exemple, les zones d'éducation prioritaire ne vous paraissent pas un principe de justice éducative? Si, parce que les zones, elles consistent à mettre davantage de moyens, mais encore une fois, c'est ce que la France fait depuis au moins les débuts du plan Borloo, c'est-à-dire depuis au moins 10 ans. Donc ça existe aujourd'hui. Oui, donc on est d'accord. Moi je dis qu'il faut multiplier ce type d'initiative où on vise non pas les individus, mais les territoires. Et donc comme ça, on ne joue pas sur les communautés, mais sur les différences socio-économiques. Bien. Messieurs, merci beaucoup. De rien. Thank you.